L'âge géologique était l'âge qui précédait la préhistoire. L'ensemble des observations qu'on a pu faire sur les échelles géologiques vont servir de base pour toutes les études sur les roches et les espèces animales. Elles vont servir de calendrier géant pour connaître l'évolution de la vie, les fossiles, l'apparition de l'homme, l'origine des poissons ou la disparition des dinosaures. C'est aussi un repère pour comprendre la formation de la Terre, la dérive des continents, la formation des montagnes et des océans. Grâce à notre calendrier, on peut aussi savoir comment se forment les roches et de quoi elles se composent. D'un point de vue scientifique, l'apparition de l'homme résulte d'une évolution à partir d'espèces ancêtres. En premier, il y a eu les eucaryotes, ensuite les vertébrés, puis les tétrapodes, et enfin les mammifères forestiers, soit les singes. La préhistoire débute lorsque la lignée des hommes et la lignée des singes se séparent il y a plus ou moins 7 millions d'années. Les plus lointains ancêtres de l'homme, les australopithèques, sont apparus il y a 4 millions d'années. Ensuite, il y a 2,8 millions d'années avant Jésus-Christ, il y a eu l'apparition des premiers homos, les Homo habilis. Ensuite arrivent les Homo erectus et ensuite les Homo sapiens. Nos ancêtres ne cessent de s'évoluer. L'homme actuel, l'Homo sapiens sapiens, est dit d'être apparu il y a 35 000 ans. Les hommes de cette époque vivaient en groupes nomades et se nourrissaient grâce à la cueillette, la chasse et la pêche. Ils avaient conscience de la mort et sculptaient des objets avec des roches. Ce n'est que les ancêtres les plus proches qui commencent à utiliser des outils. Voyons maintenant une découverte qui a révolutionné le monde. L'homme est le seul animal sur Terre qui a réussi à maîtriser le feu en étant capable de le reproduire à n'importe quel moment, n'importe où. Il y a environ 400 000 ans, donc seulement les homos à partir de l'Homo erectus, donc Homo erectus sapiens et sapiens sapiens, ont pu vivre l'apparition des premiers foyers aménagés. Les foyers aménagés ont été découverts en Chine, à Zhoukoudian, et c'est en découvrant ces foyers que nous avons su que les hommes de la préhistoire ont pu maîtriser le feu. Le feu a permis une grande poussée dans l'évolution de l'homme. Premièrement, il a permis aux hommes de s'éclairer la nuit, mais aussi dans les cavernes. Grâce au feu, les hommes peuvent maintenant se réchauffer l'hiver et habiter les endroits les plus froids sur la planète. Aussi, il permet de faire cuire la nourriture, donc de la rendre plus saine, et de faire durcir le bois, donc améliorer les outils. Il utilisait aussi le feu comme protection, ce qui permettait de repousser les animaux en leur faisant peur. Il utilisait deux méthodes pour faire le feu. La première était la percussion. Il devait utiliser du silex, un minerai de fer et un végétal quelconque. Il suffisait de frotter le silex et le minerai de fer ensemble pour produire une étincelle qui prendra feu dans les herbes ou les champignons. La deuxième technique était la friction. Cette méthode consiste à frotter deux morceaux de bois ensemble. La chaleur produite va permettre aux herbes sèches de prendre le feu. Voyons maintenant comment un homme de la préhistoire s'y prenait. Australopithèque. Celui-ci a vécu de 4,4 à 1,5 millions d'années avant Jésus-Christ. Sa boîte crânienne ressemble encore grandement à celle d'un singe et ses dents commencent à se rapprocher du style Homo que nous avons aujourd'hui. Cet homme ne possède encore pas une bipédie parfaite, cela signifiant qu'il utilise encore les arbres pour se déplacer d'un endroit à un autre. Nous croyons aussi que cette espèce se soit divisée en deux, d'un côté pour continuer l'évolution de l'homme et de l'autre côté ce qu'on appellerait aujourd'hui les singes. Ensuite, il y a l'Homo habilis. L'Homo habilis, lui, a vécu de 2,4 à 1,6 millions d'années avant Jésus-Christ. Le mot Homo habilis signifie homme habile. Celui-ci provenait de l'Afrique du Nord, orientale et australe.
La forme de sa boîte crânienne commence à se détacher de celle du chimpanzé et sa denture compte des canines réduites ainsi que des incisives développées. Il fut l'inventeur de l'outil, le biface, et il utilisait celui-ci pour découper les viandes et pour obtenir des objets tranchants. Certains scientifiques estiment qu'il pourrait avoir fait des objets en pierre taillée. Ensuite vient l'Homo erectus, de 1,8 million d'années avant Jésus-Christ à 100 000 ans avant Jésus-Christ. Homo erectus signifie homme dressé droit. Alors, on n'est pas obligé de vous expliquer que c'est le premier homme à pouvoir se tenir sur deux jambes en tout temps. Et c'est l'un des premiers ancêtres des humains qu'on connaît qui marchait sur deux jambes. Ensuite, il y a le dernier, l'Homo sapiens. Je ne le nommerai pas l'Homo sapiens sapiens parce que il est décrivable par nous les humains aujourd'hui. Alors, l'Homo sapiens, lui, a vécu de 200 000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il se transforme un tout petit peu pour devenir Homo sapiens sapiens. Alors, Homo sapiens, ça signifie homme savant ou bien homme moderne. Après 100 000 ans avant Jésus-Christ, il reste le seul du genre Homo à habiter sur la Terre. Il se distingue des autres Homos sur un point de vue psychologique et physique. Sa bipédie est quasi exclusive. Son cerveau est plus volumineux que les précédents et développé, et son système pileux est moins développé. Alors, il commence de plus en plus à ressembler à un homme d'aujourd'hui, et il n'a plus de poils dans le visage et moins sur le corps. Et il se distingue également par ses réalisations artistiques et techniques et par les changements qu'il a fait subir à l'écosystème. On peut apercevoir à l'instant l'évolution grandissante du mode de vie des Homo sapiens. Au tout début, cette société pratiquait principalement la chasse et la pêche afin de pouvoir se nourrir, ainsi que la cueillette pour recueillir des petits fruits à ajouter à leur alimentation. Ils dormaient dans des campements temporaires qu'ils construisaient au fur et à mesure par rapport aux saisons et aux zones de chasse. C'est environ en moins 8000 qu'on observa un début de sédentarisation dans le croissant fertile qui est dû principalement par la richesse de la région. De plus en plus, les hommes et les femmes s'établissent sur un territoire en sélectionnant la meilleure. Leurs critères? Un climat propice, des céréales sauvages, des légumineuses et de nombreux animaux faciles à chasser. Ils n'ont donc plus besoin de se déplacer vu la proximité des campements. Ils doivent aussi bien construire leur habitation puisqu'ils y resteront longtemps. Dorénavant, de nouvelles sortes d'habitations plus durables sont construites en torchis et en pierre, qui remplacent les anciennes habitations telles que les huttes. Tataluyuk, situé en Turquie, est le parfait exemple de sédentarisation de la préhistoire où plusieurs maisons en briques furent construites et ainsi amener la création d'un des premiers villages. La sédentarisation éventuellement amènera l'agriculture et l'élevage. L'agriculture permettra à ces peuples d'évoluer dans le processus de germination des aliments tels que les céréales, et l'élevage facilitera la chasse puisqu'ils font dorénavant de la sélection d'animaux. Dans le cadre de l'étude de l'art pariétal, il se définit comme l'ensemble des œuvres d'art au sens large réalisées par l'homme sur des parois de grotte. Le premier art pariétal fut découvert par l'archéologue espagnol Marcelino Sáenz de Sotiola. Cet art comporte des œuvres peintes, gravées ou sculptées. Ces dernières sont souvent associées à l'apis sous roche. La grotte de Lascaux comporte plus de gravures que la peinture et inclut des représentations figuratives animales, des représentations anthropomorphes souvent schématiques, ainsi que de nombreux signes. Au Mésolithique, les manifestations artistiques figuratives sont rares. De cette époque sont connues des galets peintes ou gravées de figures géométriques. Au Néolithique, l'art rupestre se développe, incluant des éléments figuratifs et notamment des animaux domestiques.
Il se développe également sur de nouveaux supports, par exemple lors du décor de poteries en céramique. Bonjour, ici Audrey en direct pour TVA. Juste vous dire qu'on est maintenant en Mésopotamie. On croit avoir trouvé une civilisation il y a 3 semaines dont on avait des traces. Écoutez, c'est super intéressant. On recherche, on a trouvé des traces de pieds, des choses à faire. On veut vraiment en savoir plus, ça serait super intéressant. Justement, apprendre plus ce qui s'est passé dans les outils. Oh mon Dieu, regardez, justement. Écoutez, c'est super intéressant. Il n'y en a plus beaucoup dans le monde, justement. Des outils réellement faits avec la nature comme ils ont fait. Ils sont faits souvent avec des os d'animal, des pierres, des roches. Dans le fond, tout ce que vous pouvez trouver dans l'environnement comme du bois ou quoi que ce soit. Justement, eux, ils ont commencé à créer comme la hache, toutes les affaires comme ça qu'on utilise encore aujourd'hui. Toutes les activités qu'ils faisaient, ils utilisaient justement des outils. Comme pour l'agriculture, la construction d'habitations, la chasse, la pêche, la transformation d'alimentation et... Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Venez! Écoutez! Oh mon Dieu! Oh mon... Bon, ben, tantôt, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de vous parler des merveilleuses inventions du peuple mésopotamique. Nous avons le biface, la flèche, l'arc, la hache, l'aiguille, l'arpon, la meule. Comme je crois qu'elle utilise en ce moment. Est-ce bien la meule? Je crois bien que c'est cela. On peut voir qu'elle écrase la céréale pour justement faire de la farine. Comme on peut voir, on veut justement documenter tout ça. Ici Audrey de Marco-Gagnon pour TVA, Mésopotamie. Voyons maintenant les méthodes de subsistance des hommes préhistoriques. Les hommes de cette époque vivaient grâce à la chasse, la cueillette et la pêche. La préhistoire se termine quand les hommes réussissent à subvenir à leurs propres besoins avec l'agriculture et l'élevage. Cette période se nomme la proto-histoire. Les hommes préhistoriques sont nomades qui ont réussi à vivre avec la migration du gibier, donc ils doivent le suivre. Ils sont toujours à la recherche de nourriture, car les ressources s'épuisent très rapidement. Étant donné qu'ils sont nomades, ils ne peuvent pas faire des réserves de nourriture. Le système économique vient directement de la chasse, la cueillette et la pêche. Pour les Homo habilis, la cueillette fournissait toute la nourriture pour toute la tribu. Ils ne chassaient pas. Pour l'Homo erectus, lui, la cueillette était faite par les femmes et par les enfants. La chasse se faisait en groupe, avec les hommes et les enfants et les femmes. Pour l'homme néandertalien, il n'y avait pas de cueillette, car il y avait une période glaciaire, donc c'était trop froid pour que les terres puissent être cultivées. Par contre, la chasse était beaucoup plus utile. Ici, ils utilisaient la peau pour se vêtir, la chair pour se nourrir, les os et les nerfs des animaux pour fabriquer des outils. Pour l'homme de Cro-Magnon, les femmes s'occupaient de la cueillette. Ils sont de très bons chasseurs et c'est le début de la pêche. De plus, la chasse a engendré la garde des bêtes, on vit donc l'élevage. La cueillette a permis aux femmes de comprendre le cycle de reproduction des plantes. Elles enlèvent les mauvaises herbes pour laisser les autres plantes pousser. Ces habitudes sont restées pendant des milliers d'années. Nous savons tous que les femmes aujourd'hui adorent encore jardiner. Maintenant, voyons voir comment un homme des cavernes se débrouille dans son environnement. Nous sommes témoins de l'invention de l'écriture. En effet, pour répondre à des besoins quotidiens, principalement économiques, les premiers signes d'écriture apparaissent. Par contre, cette écriture linéaire ne représente pas les sons, mais plutôt une image. Par exemple, vous pouvez voir ici une tête de bœuf pour représenter un bœuf, 2 têtes de bœuf pour représenter 2 bœufs, etc. Les signes d'écriture les plus connus datent d'environ 3300 avant Jésus-Christ. L'inconvénient de cette écriture est qu'il est impossible d'écrire de longs textes compliqués. C'est pourquoi, par la suite, ce système rudimentaire s'est développé pour aboutir à l'écriture cunéiforme, qui veut dire en forme de coin. Celle-ci est composée de symboles
qui représentent des concepts, des objets, mais aussi des sons. L'écriture cunéiforme était principalement écrite avec un calame, c'est un roseau séché et taillé en triangle au bout, sur des tablettes d'argile fraîche. Apparu au sud mésopotamien où vivaient les Sumériens, donc supposés créateurs de celle-ci, plusieurs peuples ont adapté cette forme d'écriture à leur langue. Elle devient alors le système dominant durant tout le deuxième millénaire d'avant Jésus-Christ. Le cunéiforme a été un élément marqueur de la culture du Proche-Orient ancien. Ils ont pu développer un rapport à l'écrit et des littératures grâce à celle-ci. Le cunéiforme disparut au début du premier millénaire dû à la popularité de l'écriture sur support paysable, papyrus, parchemin, etc. Par contre, le cunéiforme subsistera dans les temples pour respecter l'antique tradition mésopotamienne.